Salut tout le monde. Salut Clara. Salut Alex. Comment Salut ça va? Thierry. Ça va bien et toi? Écoute, ça va. J'en suis à mon troisième café, donc ça te donne une idée un petit peu de comment se passe ma journée. Est-ce que c'est pour illustrer l'image de présentation de cette slide, c'est ça? Ouais, c'est exactement Attends, ça. thème. Exactement ça. Donc aujourd'hui, on va parler stratégie web ensemble. Soyez prêts pour 2024. Et puis on a une petite heure à passer. Bonjour à tout le monde dans le chat. Bonjour Louis. Je pense que ça va être une bonne session. Il y a pas mal de trucs à couvrir, donc ça risque d'être intense, mais c'est comme ça qu'on aime ça. Donc c'est parti. Déjà, Clara, ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser te présenter, puisque tu es la guest star aujourd'hui. Ouh, bah écoute, merci pour cette intro, Alex. Donc, moi, je suis la directrice des opérations de Digitad depuis un petit moment maintenant. J'ai autrefois travaillé dans des plus grosses agences, enfin plus grosses entreprises, pardon, dans des départements marketing. Et ensuite, j'ai été piquée par le fait d'aller dans le marketing digital et le monde de l'agence. Et puis aujourd'hui, j'accompagne notre très belle équipe de presque 40 experts pour être au service des entreprises québécoises et internationales. Et puis on les aide au quotidien dans leurs défis en marketing numérique. Top, écoute, c'est un plaisir de faire ce webinaire avec toi. Ça fait plus de 5 ans qu'on bosse ensemble, donc c'est chouette de pouvoir faire ça. Moi, de mon côté, je suis un des cofondateurs du collectif Intégral. Le collectif Intégral, je vais vous en parler dans un instant. Avant ça, ce webinaire est organisé par La Fusée. Donc, La Fusée, c'est un centre de formation. On donne tout un tas de formations sur le marketing et aussi beaucoup sur l'intelligence artificielle depuis 1 an et demi et la création d'un truc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui s'appelle ChatGPT. On est agréé par la commission des partenaires du marché du travail. On est un membre de la Sofeduc. Donc, si vous avez besoin de formation, on est peut-être le bon institut. On donne aussi des webinaires qui sont assez cool. Je vous disais, La Fusée fait partie du collectif Intégral, dont je suis un des cofondateurs. Dans ça, on a tout un tas d'agences qui vous accompagnent sur des sujets de performance, comme c'est le cas avec Digitad où Clara travaille, comme c'est le cas avec Frank pour la partie contenu, Osmose pour la partie technologie, site internet, et plus récemment, Genia sur la partie IA et productivité, où on aide les entreprises à monter en compétences sur tous ces nouveaux outils. Donc, voilà pour le collectif intégral. Aujourd'hui, avant de commencer, vous rappelez les règles du jeu. À la fin de la formation, le traditionnel Kahoot aura lieu, qui est un quiz. Donc, soyez attentifs pendant la formation. Vous avez aussi, rien que parce que vous participez à ce webinaire, le droit à un code promotionnel qui sera valide pendant 7 jours. Le code, c'est webinaire20. Vous pouvez l'utiliser sur lafusée.net. Et puis, je vous le dis d'ores et déjà, le prochain webinaire est dans les cartons. Il s'agira de parler de Google Ads, comment rester performant à l'ère de l'intelligence artificielle. Et ce sera le 14 février pour ceux qui n'ont pas de rendez-vous galant ce jour-là. Donc voilà pour les petites infos. Puis, rentrons dans le vif du sujet. On va quand même pas mal de choses à couvrir. Je vous le mentionne, hein, évidemment, faire un webinaire d'1 heure sur la stratégie web, ça va être impossible pour nous de tout couvrir. Et puis, on va parfois parler de choses un peu plus débutantes, parfois on va parler de choses un peu plus avancées. On va essayer de rendre ça intéressant et dynamique pour tout le monde. Clara, n'hésite pas à me couper la parole si je raconte des bêtises, évidemment. Et puis, dès que tu as envie, je te laisse participer, hein. Rendons ça interactif et agréable. Ça marche, compte sur moi. Bon, on va commencer par essayer de définir un petit peu notre sujet, même si on est en 2024 et qu'on en parle depuis peut-être maintenant de nombreuses années. Qu'est-ce que le marketing digital? En fait, on se rend compte que même ce fameux ChatGPT qui sait tout, même la version 4, même la version 4.5 qui s'en vient, turbo, peu importe, a du mal à le résumer en fait, parce que y a tellement de canaux, c'est tellement complexe. Il n'y a rien qui est particulièrement impossible à comprendre ou extrêmement compliqué, mais c'est quand même la variété de sujets qui rend cette thématique riche et complexe. Souvent, on dit qu'il y a des experts en marketing digital. Oui, mais d'un autre côté, est-ce que c'est possible d'être expert dans tous ces sujets? C'est là où c'est difficile. Si on devait le résumer, nous, c'est comme ça qu'on le fait. Le marketing digital, ça consiste à diffuser votre message, votre produit ou vos services en ligne. En fait, ça consiste à le diffuser là où les gens passent le plus clair de leur temps,
c'est-à-dire en ligne, parce qu'ils passent plus de 7 heures par jour sur des canaux digitaux. Donc, c'est quand même aujourd'hui, quand on parle de marketing, on ne peut plus parler de marketing sans parler de marketing digital. Et c'est pour ça que vous êtes 238 à participer à ce webinaire. Il est compliqué le marketing digital. Pourquoi? Parce que les caractéristiques du consommateur moderne évoluent. Il est de plus en plus impatient. Il est en quête de simplicité. Il n'a pas envie de faire des efforts. Il veut que ce soit confortable. Il veut de la proactivité, de la réactivité. Il est particulièrement exigeant. Il veut que ce soit personnalisé. Il veut qu'on fasse preuve d'empathie et d'humanité envers lui. Puis, il veut que les entreprises qui communiquent envers lui soient responsables, ce qui est très bien et tout à fait normal. Puis, il est informé, plus informé qu'avant. Donc, il veut qu'il y ait de la régularité entre les différentes plateformes et les différents canaux. Il veut qu'il y ait de la transparence. Il va être capable de savoir si un prix est différent sur un site comparé à un autre site. Donc, il arrive de façon plus informée. Et donc, ça rend la vie des marketeurs plus riche, mais aussi plus compliquée. Ouais, puis en fait, avec le digital, c'est vraiment le rapport de force entre les entreprises et les consommateurs qui s'est inversé parce que forcément, avant le digital, il y avait une offre beaucoup plus réduite, un choix très local, etc. Puis c'est comme tu disais, Alex, avec le digital, maintenant, il y a un accès à l'information qui est vraiment illimité et ça permet une comparaison entre les entreprises d'autant plus facile. Et c'est aussi pour ça qu'on va le voir probablement après, mais le marketing digital, il doit s'appuyer sur une bonne stratégie marketing tout court et des bons messages pour être encore plus pertinent et se démarquer du lot, quoi. 100%. Quand on regarde simplement en termes d'investissement publicitaire, la part du numérique, aujourd'hui, on se rapproche des 3/4 de plus en plus. Ça veut dire que sur $1, 75 centimes sont dépensés sur le numérique, environ. En tout cas, c'est ce qu'on prévoit pour l'année 2027. L'année 2027, on a l'impression que c'est dans très longtemps, c'est demain matin. Donc voilà, on n'a plus vraiment le choix que d'être focus sur le digital. Et puis, en fait, on se rappelle qu'avant, le marketing digital, il y a 10-15 ans, c'était créer un groupe Facebook et communiquer dessus et potentiellement ajouter des mots-clés sur son site internet, parfois écrits en blanc, cachés, de façon à essayer de gamer un petit peu les moteurs de recherche. Ça, c'était la belle époque, la grande époque où c'était simple. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué que ça et on est passé à une autre ère. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer de passer un moment avec vous. Avant, juste en termes de philosophie, sachez que parfois, c'est un peu stressant le marketing digital parce qu'on se dit « Ah, il y a tout ça à faire, est-ce que je vais réussir à bien le faire ?» La bonne nouvelle, c'est que si c'est compliqué pour les autres, pour vous, c'est aussi compliqué pour les autres. Et la vérité, c'est que peu importe quelle agence, quel expert, il n'y a personne qui fait tout correctement en fait. Donc, vous avez votre carte à jouer à l'intérieur de ça, justement parce que c'est un sujet qui est complexe. Donc, il y a une façon de créer des écarts pour votre marque, pour votre compagnie, peu importe si vous êtes une PME ou une grosse entreprise. Un bon marketing digital peut se résumer en 5 étapes d'après Digitad. Et en fait, on a passé pas mal de temps à avoir un débat sur quoi inclure dans chacune de ces cases. Mais l'idée, c'est de se dire que si je devais résumer un peu la marche à suivre, le playbook entre guillemets du marketing digital, ce serait ces 5 étapes qu'on retiendrait. La première, c'est planifier. Donc là, c'est planifier sa stratégie, définir ses objectifs, etc. La deuxième, c'est de bâtir les fondations, comme si vous étiez dans le cadre d'un projet immobilier. Donc là, c'est quoi la plateforme sur laquelle je vais bâtir mon site internet? Est-ce que je traque correctement mes datas? Est-ce que j'ai accès aux chiffres? Est-ce que je les consulte, etc. La troisième, c'est bien, j'ai une maison, mais pour attirer des gens, il faut que j'ai des choses, ou j'ai un magasin, il faut que j'ai une offre à l'intérieur. Donc ça, on parle souvent de substance ou de contenu, de messages. Ensuite, une fois que j'ai une maison ou un magasin qui les remplit, là, il faut que je fasse venir des gens. Donc, il faut que je communique. Donc là, j'ai des canaux d'acquisition qui peuvent être divers et variés. Puis, une fois que les gens sont chez moi, dans mon magasin, là, il faut que je les convertisse. Donc là, il faut que je les rassure, il faut que je les informe, il faut que je puisse interagir avec eux de façon efficace. Et donc, ce qu'on essaie de faire quand on fait du marketing digital, c'est pas de faire juste une de ces choses bien, c'est de faire toutes ces choses bien. Évidemment, on pourrait passer 100 heures sur chacune de ces boîtes. Donc là, on va essayer de faire un résumé assez rapide et on va passer à travers chacune de ces étapes pendant la prochaine heure en passant à chaque fois 5-10 minutes. Une bonne stratégie, ça commence par des objectifs bien définis. Donc,
Nous, on aime bien parler des objectifs qui sont intelligents, ou les objectifs SMART en anglais. Ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel. Rapidement, un objectif pour qu'il soit toutes ces choses-là, idéalement, ça ressemble à une phrase du style « Je veux faire 12 sit-ups tous les 3 jours en janvier 2024 ». Mais vous pouvez imaginer quelque chose sur votre site internet du style cette année, je veux que le référencement naturel représente 20% de mon trafic en hausse, parce qu'aujourd'hui, il représente 0% de mon trafic, et donc ça va me permettre de réduire mes investissements publicitaires, par exemple. Et là, il faut définir quelque chose de spécifique, de mesurable, d'atteignable, de réaliste et de temporel. Donc, quand vous fixez vos objectifs, si vous manquez l'un de ces éléments-là, ils sont probablement pas extrêmement bien fixés. Donc, ça c'est juste un petit pense-bête qu'on a ajouté ici. Quand vous fixez ces objectifs, et quand vous cherchez à apprendre des choses sur votre public cible et bâtir votre audience, etc., n'hésitez pas en 2024 à accéder à tout un tas de données qui sont plus si chères que ça a pu l'être auparavant. Donc là, on vous a donné 3 sources que vous pouvez utiliser. La première est un peu moins connue, s'appelle SparkToro. Pourtant, très très précieuse celle-ci. Ouais, hyper précieuse. La personne qui a fondé ça, c'est l'ancien fondateur d'une compagnie qui s'appelle Moz. Moz, c'est un outil SEO qui est connu. Et donc après, ça a été son projet suivant. Et donc là, vous êtes capable de lui donner un mot-clé et lui dire les gens qui sont fans de OK, c'est quoi les blogs qu'ils consultent, c'est quoi les pages Instagram, c'est quoi les influenceurs, c'est quoi les hashtags qu'ils utilisent, etc. Donc là, vous êtes capable d'apprendre beaucoup de choses sur une personne ou un profil de personne. Ensuite, vous avez tous les outils. Vas-y, pardon, Alex, je te coupe sur celui-là, mais effectivement, cet outil, moi, je vous le recommande surtout pour plein d'utilisations, mais nous, chez Digitad, on l'utilise notamment avant de faire des plans médias pour s'assurer de vraiment bien connaître l'audience, de s'assurer d'apparaître sur les sites qui sont consultés par les clients, etc. Et sans citer de cas précis, mais en l'utilisant dans des plans médias d'une grande entreprise de cosmétiques, on a réussi à vraiment bien augmenter les résultats et la pertinence des visuels qui étaient publiés. Donc, ça donne des informations très précieuses. 100%. Je crois qu'il y a une version gratuite aussi, donc ça, c'est cool. Les outils d'écoute sociale qui sont très utiles et les outils, encore une fois, comme le Google Keyword Planner ou les outils comme Answer the Public qui utilisent la data de Google, où là, vous êtes capable d'en apprendre beaucoup sur la façon dont les gens cherchent l'information. Et donc, si vous êtes en train de positionner votre produit, votre service, c'est une information, encore une fois, qui peut vous permettre, par exemple, de bâtir votre stratégie de contenu, non pas par rapport à ce que vous avez dans la tête, ce que vous espérez, mais par rapport à ce que les gens cherchent déjà activement. Donc là, vous gagnez du temps parce que c'est beaucoup plus facile de répondre à la question de 100 personnes qui sont déjà en train de se la poser plutôt que d'essayer de générer des besoins ou générer des questions chez les gens. Donc cette data, il suffit d'avoir un compte Google Ads pour y avoir accès de façon quasiment illimitée, avec même des données historiques sur les 5 dernières années. Combien de personnes a recherché ça sur les 5 dernières années dans une géographie très précise. Donc ça, c'est quand même très important quand vous pensez aujourd'hui stratégie marketing web, de vous dire, est-ce que j'ai bien analysé, est-ce que j'ai utilisé les outils à ma disposition, qui sont quasiment infinis. Là, il y en a 3, mais en fait, il y en a plein d'autres. Souvent, quand on parle d'audience, on parle de persona. Donc, les personas, les gens adorent monter des fiches de persona pour essayer de bien définir quelqu'un. Ça prenait pas mal de temps de faire ce genre de recherche. Aujourd'hui, typiquement, c'est une bonne utilisation des outils d'IA, comme ChatGPT ou comme les GPTs. Donc là, on a créé un qui s'appelle Persona GPT qui bâtit un persona par rapport à une demande qu'on lui fournit. Donc on lui dit on est dans telle industrie et on cible grosso modo ce type de personnes et voici notre site internet, etc. Et donc après, cet outil nous bâtit un profil persona ou plusieurs profils persona selon le besoin. Donc ça, c'est juste pour vous montrer un petit peu la richesse des outils qui sont à notre disposition aujourd'hui. Évidemment, il faut relire l'information, il faut la challenger, il ne faut pas juste tout simplement la recopier. Mais quand vous vous posez des questions sur tiens, voilà ce que je fais, voici qui je cible, aide-moi à comprendre un petit peu comment se comporte ma cible, ces outils-là sont très pertinents. Un autre petit outil qu'on voulait vous partager dans tous ces sujets de positionnement, d'audience, c'est ce qu'on appelle, nous, la pyramide d'essence. Donc,
l'essence de la marque. Donc, ce qu'on aime bien, en fait, c'est quand on crée un nouveau projet ou quand on commence à travailler avec un nouveau client pour s'assurer qu'on a bien compris ce que faisait ce client, on s'amuse à remplir ce petit template avec le contexte, l'offre, le positionnement et la promesse de marque. Et ça, notamment, ça nous permet de bien aligner nos messages publicitaires par la suite parce que si ça, on l'a faux, ça va être compliqué d'avoir une bonne stratégie par la suite. Donc, pour ceux qui, et là on décrit notre cible, qui ne sont pas satisfaits avec, là ça nous donne le contexte. Nous, ce qu'on fait, nos produits nous aident, ils aident à quand le problème arrive. Au lieu de, et là on essaie de se distinguer par rapport à nos concurrents, nous ce qu'on fait c'est, et c'est mieux parce que. Et enfin, chaque jour, vous pouvez compter sur nous pour, et là c'est la promesse de marque, qui souvent est un peu oubliée d'ailleurs, on entend souvent le mot USP, Unique Selling Proposition, mais souvent on ne parle pas de la promesse. La promesse c'est vraiment sur quoi est-ce que les gens peuvent compter chaque jour par rapport à votre marque. Le truc sur lequel elle décevra jamais en fait. Donc si vous avez une entreprise, une PME aussi, vous êtes solopreneur et que vous montez une activité, peu importe, même si vous êtes une grande entreprise, posez-vous la question, est-ce que c'est clair pour vous ça? Si ça, c'est pas clair, vous pouvez avoir une stratégie web très poussée, multicanal, TikTok mélangé avec Google Ads. Le problème, c'est que vous avez peut-être un message qui va pas être impactant parce que vous n'êtes pas sûr de ce que vous dites. Là, je vais donner un petit exemple. Digitad, on l'a lancé en France il y a maintenant 2 ans. Et en fait, la France, c'est un marché qui est très concurrentiel. Évidemment, il y a des milliers d'agences. Et donc, en tant que nouvel arrivant dans ce marché, c'est hyper dur pour nous de trouver notre positionnement. Et on a passé des 2 derniers mois à se dire, OK, on pense que notre promesse n'était pas claire, en fait. Et donc là, on a beaucoup travaillé sur ça pour se dire, mais c'est quoi vraiment qui nous distingue? Et puis, il y avait des trucs qu'on pensait qui nous distinguaient. Mais quand on a posé les questions un peu autour de nous et qu'on s'est rendu compte que là où on était un petit peu en avance et là où on allait un peu plus loin, c'était qu'on intégrait beaucoup l'IA depuis 1 an et demi dans nos processus, dans nos communications, dans tout ce qu'on faisait pour aller plus vite, pour faire un travail de meilleure qualité. Et donc, on a décidé de se positionner de façon extrêmement verticale sur on est l'agence qui utilise l'IA pour booster vos résultats. Et ça nous a permis tout d'un coup de nous distinguer. Et donc aujourd'hui, quand nos équipes font des posts sur les réseaux sociaux, elles mettent l'accent là-dessus. Quand on rédige des articles de blog, on met l'accent là-dessus. Notre site internet, on est en train de l'adapter pour mettre l'accent là-dessus. Ça, c'est puissant. Là où avant, on était juste une agence de marketing. Donc, c'est hyper important d'avoir un positionnement qui est le plus clair possible et donc de faire cet exercice. Donc ça, c'est les petits tips qu'on voulait vous donner sur la partie planification. Évidemment, on pourrait passer des heures dessus. Une fois que vous avez un message clair, que vous comprenez bien votre audience, que votre positionnement il est précis et que vous êtes à l'aise avec, on passe aux fondations. Là, il s'agit de choisir les bonnes plateformes pour commencer. Il y en a plein des plateformes. Donc, je ne sais pas, Clara, tu veux peut-être te lancer sur celle-ci, puisque je pense que tu vois beaucoup de clients au quotidien avec beaucoup de plateformes différentes. Exact. Et puis, c'est vraiment pas à mettre de côté parce que aujourd'hui, dans l'ensemble des réseaux digitaux qui existent et des plateformes, le site web, ça reste le 3e canal en termes de source de vente pour l'ensemble des entreprises. Donc, avant même les événements de réseautage, les médias sociaux, les blogs, le marketing par courriel. Donc, ça reste vraiment le point de départ. Aujourd'hui, il y a plusieurs solutions qui existent selon la situation de chaque entreprise et selon les budgets. Et puis même selon l'offre. Donc parfois, une page d'atterrissage suffira quand on veut seulement récolter un formulaire pour un service unique et qu'on n'aspire pas forcément à faire des stratégies de trafic comme du blog. Il y a aussi ce qu'on appelle des sites vitrines. Donc par exemple, si votre objectif, là cette fois-ci, c'est d'avoir une stratégie de génération de prospects très, très appuyée en décrivant bien vos différents services ou vos différents produits. Dans ces cas-là, on recommande ce qu'on appelle les sites vitrines qui vont être un bon support pour à la fois bien expliquer l'information, bien vous positionner en SEO, avoir suffisamment de pages qui décrivent et répondent suffisamment aux intentions de recherche. Et à la fin, pour ceux qui font du e-commerce, forcément, là, ça prend d'autres types de solutions. Généralement, nous, ce qu'on recommande, et toujours en 2024, ça va être principalement du WordPress ou en e-commerce, Shopify et WooCommerce, qui est la situation, ce qui peut être recommandé associé à WordPress. Évidemment, selon les budgets, il y a aussi des solutions un peu moins chères qu'on appelle clés en main. Par contre, je mets quand même en garde sur certaines, par exemple, notamment Wix,
qui, même si c'est un logiciel qui s'est bien développé, reste quand même toujours aujourd'hui un petit peu difficile pour avoir des performances en SEO. Donc, je vous invite à bien faire vos benchmarks et vos comparatifs avant de choisir la solution. Parfois, il vaut mieux investir un petit peu plus au début, tout en prenant en compte que le site reste vraiment le canal numéro 1 pour bien faire votre stratégie digitale, quelles que soient les autres plateformes que vous allez activer après. Ouais. Puis on reste évidemment à dispo pour vous conseiller si besoin. Ouais, il y a l'équipe d'Osmose qui a un produit qui s'appelle le cahier des charges. Donc ça permet en fait de bien comprendre le besoin et de bien sélectionner la plateforme avant de commencer le projet, qui peut souvent être une erreur parce que le nombre de fois que ça nous arrive d'avoir des personnes qui sont 3 mois dans la création de leur site internet et qui doivent changer de techno à ce moment-là parce qu'elles ne sont pas rendues compte qu'elles avaient soit un site en location alors qu'elles voulaient un site où elles allaient être propriétaires. Il y a plein d'erreurs qu'on peut faire à ce stade-ci. Ouais, je voulais rapidement vous parler d'un projet sur lequel on bosse en ce moment qui est le Club IA. Donc ça va être une boîte à outils avec tout ce que vous avez à apprendre sur l'intelligence artificielle pour être capable de gagner du temps quotidiennement dans votre travail. Et donc pour ça, on a décidé d'utiliser un outil qui s'appelle NoCode. Donc c'est assez à la mode le NoCode en ce moment. En l'occurrence, on a utilisé Notion, qui est un système avec des pages et des bases de données, qui est assez connu, qui peut aussi servir d'outil de gestion de projets internes, et qu'on peut connecter à des outils comme Super, qui permettent de créer des sites internet sans avoir de compétences en développement. Donc ça, c'est quand même assez cool, c'est assez puissant. Il y a aussi des limites dans ce type d'outils, mais parfois c'est quand même pas mal pour tout simplement bâtir une page d'atterrissage parce que vous n'êtes pas obligé, encore une fois, d'avoir des compétences en développement et ça permet de garder les coûts assez bas pour commencer. Important de retenir quand même que votre présence en ligne, c'est pas juste votre site internet aujourd'hui. Il y a tellement de gens qui peuvent accéder à votre marque via, par exemple, les pages locales. Donc, Google Maps, c'est un moteur de recherche. Les gens souvent vont sur Google Maps pour rechercher les choses. Et donc là, si vous avez un super beau site internet, mais que votre page Google Mon Entreprise ou Google Business Profile, elle n'est pas optimisée parce qu'elle n'a pas d'avis, on n'explique pas ce que fait votre compagnie, les photos, elles sont inexistantes, etc. C'est un peu dommage parce que là, vous vous privez de tout un tas de visiteurs. Il y a aussi tout ce qui est blog et avis, il y a tout ce qui est évidemment les plateformes de e-commerce, il y a toutes les pages de médias sociaux. Donc, c'est très important qu'il y ait une cohérence entre toutes ces choses. Mais aujourd'hui, votre présence web, c'est pas juste votre site internet. Et donc, optimiser par exemple la page profil de son Instagram pour qu'elle soit cohérente avec son site internet, c'est quand même extrêmement important. Ouais, puis ça, c'est aussi bien à comprendre, c'est que, comme tu le dis, les points d'interaction, ils sont vraiment multipliés. Pour illustration, il y avait Google qui avait fait une étude il y a quelques années sur le parcours d'une personne qui veut acheter une voiture et qui avait trouvé qu'il y avait plus de 500 interactions qui avaient été faites avant l'acquisition parce que la personne va, dans ce cas-là, regarder des vidéos sur YouTube, aller chercher des avis dans des forums, faire des recherches sur Google, regarder des images, chercher des points de vente, etc., etc. Donc, c'est vraiment super important d'être le plus présent possible pour maximiser vos résultats à la fin, que ce soit en termes de vente ou de prospection, parce que faut savoir que vos clients, votre audience va probablement aller sur beaucoup de plateformes et pas uniquement sur votre site internet. Tout à fait. Il y a Alban qui demande peut-on avoir accès au cahier des charges. Ce dont je parlais tout à l'heure, en fait, il faut contacter l'équipe d'Osmose et après, il s'assoit avec vous et c'est pas juste un cahier des charges. Le cahier des charges, il va dépendre de votre projet. Donc, il est personnalisé par rapport à votre projet. Donc, Osmose, c'est osmose.net si vous voulez les contacter. Ils sont capables de vous aider. Merci Clara pour ces précisions. Ensuite, on ne voulait pas parler de fondation sans parler de tracking, qui est un mot très à la mode, notamment dans toute la période qu'on vient de vivre avec la loi 25. Est-ce que c'est maintenant qu'on invite notre super expert tracking ou est-ce que c'est la slide suivante ? Je peux faire cette slide pendant que notre expert en tracking, Antoine, nous rejoint sur le webinaire. En fait, effectivement, il y a
Alors le tracking, c'est un domaine qui est un peu complexe. Souvent, c'est pas celui avec lequel on est le plus familier. On entend plus facilement parler de publicité ou de réseaux sociaux, et le tracking, on le laisse un peu à part. C'est parfois le mal aimé du digital. Et pourtant, c'est un peu la base, parce que l'intérêt du numérique, c'est que vous avez accès à plein de data, mais pour être sûr que vous prenez des bonnes décisions sur ces données, il faut être sûr que vous avez la bonne donnée. Et donc, c'est ça le domaine du tracking, c'est de s'assurer que vos données, elles sont correctement intégrées sur vos différentes plateformes, qu'elles sont bien configurées et que vous arrivez bien à les visualiser. Le problème, c'est qu'ici, il vous manque un de ces 3 piliers, soit vous avez une data qui est fausse, donc dans ces cas-là, vous allez prendre des mauvaises décisions, soit vous n'avez juste pas accès à la donnée, donc c'est un peu dommage, parce que c'est tout l'intérêt du marketing numérique, c'est de prendre des décisions éclairées et bien rationnelles. Et si vous n'arrivez pas à les visualiser, finalement, vous allez peut-être mal les comprendre et mal les analyser, ce qui à la fin revient un petit peu à mon premier point, qui était on prend des mauvaises décisions. Puis là, avec le contexte actuel, on a un petit sujet qui se rajoute, qui est la loi 25, parce que maintenant, on n'a plus forcément le droit de récolter toutes les données qu'on veut sur les sites web, mais ça, je vais laisser Antoine vous en parler dans la slide juste après. Tout à fait, Clara. Bonjour à tous. Donc, je me présente rapidement, Antoine, consultant data tracking et analytics chez Digitad. J'interviens rapidement dans ce webinaire pour vous présenter ce qui est, selon moi, les indispensables pour avoir un bon tracking en cette année 2024. Comme le disait Clara, la partie conformité va tout d'abord être, selon moi, la base, puisque bien que vous pouvez traquer plein de choses, l'idée, c'est d'abord de se mettre aussi en conformité par rapport à la loi, notamment la loi 25, qui est du coup ici au Québec. La loi 25, elle a pour objectif de considérer le choix de vos internautes en matière de vie privée. Donc, c'est vraiment central, en fait, pour respecter le choix des internautes au niveau de leur consentement par rapport aux données que vous allez collecter sur leur session. Dans les grandes lignes, l'idée, c'est déjà de mettre en place ce qu'on appelle une CMP et un TMS. Donc, concrètement, la CMP, ça s'appelle la Consent Management Platform. Donc, c'est le pop-up en fait que vous voyez ici, donc notamment Acceptio, mais ça pourrait être un outil comme Didomi, comme Cookies. C'est la plateforme qui va faire un peu le pare-feu entre l'internaute et la donnée que vous allez collecter. Et ensuite, on a aussi l'utilisation d'un TMS, donc un Tag Manager System, qui lui va être par exemple Google Tag Manager, que vous connaissez sans doute, et qui lui va déclencher ou non la collecte des données selon le choix de l'internaute. Donc, ces 2 outils vont être centraux, puisque c'est grâce à eux qu'on va pouvoir déclencher correctement et avec un consentement la collecte de données, et derrière pouvoir aussi justement gérer ces différents leviers d'activation ou de désactivation via le TMS, via GTM, pour du coup vos différentes conversions, vos différents événements. Donc respecter le choix des internautes, c'est à mon sens central aujourd'hui, puisque collecter de la donnée sans avoir leur consentement, déjà, hormis d'être hors la loi, c'est aussi un respect pour vos utilisateurs. Et dans cette démarche aussi, justement, le but est d'utiliser cette réglementation comme une force aussi pour votre image de marque, puisque nous, on est partenaire avec Acceptio par rapport à ça, et ils mettent en avant aussi le côté user-friendly et interaction en fait avec l'internaute avant même d'avoir donné son consentement. Utiliser cette réglementation non pas comme une faiblesse, mais comme une force au contraire, pour gagner en image de marque et aussi en transparence avec vos internautes. Le deuxième point, selon moi, pour avoir un bon tracking en 2024, ça va être le Consent Mode V2. Alors pour ceux qui connaissent déjà, il y avait le Consent Mode V1, donc qui concrètement permettait en fait de collecter les informations de consentement depuis votre CMP justement et d'envoyer des signaux en fait à Google pour qu'ils puissent avoir l'information justement liée au consentement de votre internaute. Sur ce Consent Mode V2, il y a 2 nouveaux paramètres qui vont être déclenchés. Donc rapidement, il y a le Add User Data et le Add Personalization. Concrètement, en plus d'envoyer des paramètres liés à l'analytics et à tout ce qui est ads, vous allez maintenant pouvoir préciser à Google si votre a donné son consentement pour qu'on utilise ces données personnelles à des fins d'affinage publicitaire ou à des fins également de personnalisation, donc notamment avec du retargeting, du remarketing. Donc concrètement, il y a 2 implémentations, une basique et une avancée. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails à ce niveau-là. Concrètement, ce que nous on préconise, c'est une implémentation avancée qui permet en fait de modéliser de la statistique sur des utilisateurs qui n'auraient pas donné leur accord au niveau de la CMP. Mais ce mode d'implémentation va quand même envoyer des signaux allégés de consentement, via le Consent Mode V2, pour quand même pouvoir utiliser un minimum de données afin de modéliser au moins des sessions ou des pages vues. Encore une fois, ça dépend de la politique de votre entreprise par rapport à la collecte des données. Et il faudra affiner ça en fonction de ses choix. C'est aussi fortement recommandé d'ici notamment mars 2024 en Europe
pour toutes les entreprises qui utilisent des produits de publicité Google et qui font de la collecte et de l'analyse derrière. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me contacter par rapport à ça si vous souhaitez plus d'informations. Et concrètement, on a le dernier point qui est la rationalisation de son tracking, puisque traquer pour traquer et ne pas utiliser cette donnée en analyse, c'est un petit peu inutile. Donc l'idée, ce serait de revoir ces méthodes de tracking pour continuer à mesurer ses performances et surtout mesurer des choses que vous allez utiliser pour activer justement votre stratégie digitale en 2024. Donc ça va commencer par adapter son plan de tagage pour allier pertinence et richesse du tracking. Donc c'est ce que je disais à l'instant. Pensez aussi aux algorithmes publicitaires, puisque la donnée qui est envoyée à vos outils comme Google Ads ou à vos outils Facebook et autres, Meta, les algorithmes vont utiliser cette donnée pour enrichir vos publicités. Donc pensez aussi à ça et maintenez une qualité irréprochable au niveau de la donnée collectée et envoyée à ces outils. Et préparez-vous aussi aux baisses de données ads. Donc ça va passer notamment par, on l'a vu avant, le Consent Mode V2 pour quand même collecter un petit peu de stats et modéliser ça. Mais aussi, par exemple, par une implémentation server-side qui va permettre de quand même collecter de la donnée, de passer outre aussi les ad bloqueurs et les différents blocages de navigateurs. Donc pareil, on pourra en parler plus en détail par la suite. Mais voilà, pour moi, c'était les 3 grands points à balayer pour avoir un bon tracking en 2024. Et je vais laisser Clara reprendre la main pour la suite. Merci Antoine. Bon webinaire à tous. Merci beaucoup Antoine, c'est top. Merci d'être passé nous voir. Et Antoine est une vraie personne, c'est pas une IA. Donc si vous voulez le contacter et lui parler de ça, il se fera un plaisir de le faire. Donc là, on vous a donné quelques exemples de rapports que nous on produit. Un truc rapide dont je peux vous parler là, c'est le Narrative BI, qui est un outil d'IA qui se plug à vos outils d'analyse et qui vous pousse des rapports de façon automatique et qui essaie de vous pousser des insights aussi. Par exemple, tiens, là, vos conversions ont augmenté, c'est peut-être que c'est dû à ça, donc peut-être que ce serait une bonne pratique à adopter ailleurs. Donc c'est un outil qui a une version gratuite et qui a une version payante qui vaut la peine d'être testé. Donc je voulais au moins que vous en ayez connaissance. Et ça nous permet de passer au 3e point, puisqu'on a déjà pris un peu de retard, donc je vais accélérer un petit peu, qui est la partie substance. Donc, on se rappelle qu'on a bien planifié notre stratégie, on se rappelle qu'on a fait en sorte d'avoir des fondations solides avec la bonne plateforme, on a mis en place du tracking, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on met là-dedans en fait? Donc, l'idée là, c'est une petite phrase pour introduire. Le meilleur marketing ne ressemble pas à du marketing. Gardez toujours bien ça en tête. Surtout en 2024, puisque le consommateur, on se rappelle qu'il est intelligent et qu'il est capable de faire la différence entre le biais entre guillemets et ce qui est authentique. Déjà, assurez-vous d'avoir une cohérence au niveau de votre charte graphique et des visuels sur vos différentes plateformes, surtout avec tous les outils qu'il y a maintenant à notre disposition. On n'a plus l'excuse d'avoir du word art comme logo. Donc ça c'est important, mais là plus que ça, on voulait vous donner un exemple de travail qu'on fait avec un de nos clients, donc qui est Silk. On aime bien, c'est être capable d'essayer de résumer les valeurs, le ton, les couleurs, tout ça dans une seule page en fait. Ça nous permet de voir si on respecte la cohérence graphique de ce qu'on fait. Donc là, c'est l'exemple d'un travail qu'on a fait pour une campagne pour Silk. Donc l'idée c'est d'être dans la thématique du café au cas où vous ne l'auriez pas réalisé. Et pour info, toutes ces images ont été générées avec de l'intelligence artificielle. Donc les outils comme Midjourney ou DALL-E. Et vous voyez que y a un code couleur, il y a une direction créative qui est respectée. Ça, c'est juste un exemple avec toutes les différentes sortes de contenus qu'on est capable de créer. Donc, des packshots inspirationnels, lifestyle, désolé, c'est en anglais, mais nutritional chart, le fait que Silk est une compagnie B Corp, des exemples de produits. Donc, vous voyez qu'il y a un respect de la charte graphique tout au long des différents visuels, que ce soit sur le site internet, que ce soit sur les médias sociaux, que ce soit sur la page Google, peu importe. Et donc, ça, c'est particulièrement important en 2024. On est aussi dans un monde où on se fait filer tellement d'informations qu'un des conseils qu'on aime bien donner, c'est essayer au maximum d'avoir 1, 2, 3 messages, mais maximum. J'aime bien la phrase anglaise « less is more ». C'est ce qu'on essaie de faire avec notre client CCM. Aujourd'hui, CCM, ils veulent insister sur le fait que
leur matériel, en plus d'être très très performant, est confortable. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on insiste, peu importe la gamme de produits de CCM. Et donc plutôt que d'avoir sur les 15 gammes de produits à chaque fois un message précis à cette gamme de produits qu'on va devoir diffuser sur nous, le fait d'avoir créé centralement une idée générale de campagne qu'on va marteler à travers les différentes gammes de produits et qu'on va le faire de façon répétitive, parce que le marketing c'est beaucoup de la répétition, ça c'est important. Donc quand vous pensez contenu, pensez pas à tout ce que vous voulez dire à propos de votre marque, pensez aux 2 ou 3 choses que vous voulez dire à propos de votre marque, et après c'est pas grave de répéter. Donc ça c'est une des clés. Ensuite, parmi les autres tendances, il y a l'IA qu'il faut utiliser avec parcimonie quand même, parce que l'idée c'est pas nécessairement de vouloir absolument mettre de l'IA pour mettre de l'IA, c'est de l'utiliser là où c'est pertinent. Par exemple, en 2024, très pertinent pour des mood boards, pour accompagner un visuel existant, pour l'adapter, etc. Pas forcément mettre que des humains en IA sur l'ensemble de vos plateformes, parce que souvent, là, les gens se rendent compte que c'est de l'IA et donc ça peut créer une situation où c'est déshumanisant. Donc, les vidéos verticales courtes sont encore très à la mode. Tout ce qui est contenu généré par les utilisateurs, le contenu live qui est de plus en plus à la mode, et aussi les podcasts qui ont connu une explosion absolument folle au cours des 2-3 dernières années. On parlera tout à l'heure d'atomisation de contenu. Donc voilà pour la partie substance. Pour la partie attirer les visiteurs, donc là, on continue en 2024 de voir une situation où ce graphique est pertinent. Et il était pertinent il y a 5 ans et il est encore pertinent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit ce graphique ? Il dit que si vous lancez votre activité et que vous n'avez pas encore une marque solide, en fait, au début, vous allez probablement avoir besoin de faire appel à de la publicité. Donc ça, le SEA ou le SEM. Vous allez mettre du temps à développer votre référencement naturel, SEO, et votre image de marque sur les médias sociaux. Et donc, au début, vous avez probablement besoin d'avoir un investissement publicitaire plus important là-dessus. Et ensuite, par la suite, vous aurez l'opportunité, si vous le souhaitez, de réduire votre investissement publicitaire graduellement alors que votre marque va se développer, alors que votre référencement va se développer, etc., etc. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapidement vous parler des tendances sur chacun de ces 3 piliers de façon à essayer de vous mettre un peu à la page. On va commencer avec le search. Avant de passer la main à Clara, pas mal de gens me disent « Ah, avec ChatGPT, Google, moins pertinent puisque ChatGPT est dans Bing. » Donc, en fait, Google, c'est encore 90% des parts de marché. Et Bing, en bas, là, c'est la petite ligne bleue. Alors, elle augmente un peu, certes, mais c'est lent. Donc, 2024, c'est pas encore l'année où on met Google de côté et Google est plus important. Et ça va pas être l'année 2025 non plus. Donc, très, très important de garder ça en tête. Je pense que ça vaut la peine peut-être de parler un petit peu de SGE, Clara. Je vais juste relancer la présentation parce que je vois que y a un petit bug ici. Mais SGE, ça veut dire Search. Vas-y, je te laisse le dire parce que tu le diras mieux que moi. C'est effectivement la Search Generative Experience. Donc, c'est un peu la nouvelle interface sur laquelle Google est en train de travailler en ce moment. C'est pas que l'interface qui change, c'est aussi la façon dont les recherches sont présentées, et nécessairement ça va impacter la façon d'optimiser votre site web pour les moteurs de recherche. Globalement, qu'est-ce qui change avec cette SGE? C'est que Google va vraiment mettre l'intelligence artificielle générative au cœur de la proposition. Vous avez probablement peut-être entendu des experts qui disaient qu'on passait d'un moteur de recherche à un moteur de réponse. Ça s'inscrit parfaitement dans cette tendance-là. Et selon Google, ça va aider les internautes à avoir des prises de décision, des recherches d'informations qui sont plus rapides et plus éclairées, et qui va exploiter l'ensemble des informations qui sont disponibles sur le web de la manière la plus efficace possible. Donc, c'est particulièrement pertinent dans par exemple pour des recherches e-commerce, de produits, de shopping, etc. Ce que ça veut dire aussi, c'est que la différence qu'on avait aujourd'hui avec le payant au-dessus, puis l'organique en dessous, etc., ça va un petit peu changer. Les images vont être de plus en plus présentes. Il va y avoir des réponses qui vont être fournies sur la base des sources que Google a trouvées les plus pertinentes. Donc, tout l'intérêt, ça va être bien sûr d'essayer d'apparaître dans ces sources-là.
Donc ça prendrait beaucoup plus de temps pour définir vraiment avec précision ce que c'est la SJI. Puis surtout, c'est toujours en version bêta, c'est pas encore du tout au point. Il y a encore plein d'erreurs qui sont identifiées. Par contre, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut l'avoir en tête quand on fait du SEO maintenant, parce que on va bien, ça va arriver dans tous les cas. Puis il y a déjà des apprentissages. Et finalement, moi, j'essaie de vous résumer un peu les 3 points d'attention à avoir pour faire du bon SEO, donc du bon référencement organique en 2024. Il faut prendre en compte ce qui arrive là avec les moteurs de réponse. Comment on fait ça? Moi, mes conseils, c'est vraiment optimiser vos contenus le plus possible, justement en répondant à ces questions. Donc, c'est aussi ce qui, aujourd'hui, dans le Google actuel, vous permet d'apparaître en ce qu'on appelle des feature snippets. Donc, c'est des petits résultats courts qui peuvent apparaître en haut de la page de recherche. Comment on fait ça? On essaye de poser des questions, d'y avoir des réponses courtes, d'avoir du contenu qui est bien structuré, et essayer, si possible, d'avoir des images, des tableaux, des listes avec des puces. Tout ça, c'est des choses qui vont aider à avoir un contenu qui est pertinent et qui va aider Google à bien comprendre le point sur lequel vous êtes en train de parler. Il y a aussi tout ce qui est le balisage qui est important, créer des sections foires aux questions avec des questions puis des réponses courtes. Ce qui est toujours pertinent, ça l'était déjà en 2023, puis ça le reste encore plus en 2024, notamment avec l'IA qui intervient et puis le fait qu'il y a beaucoup de contenu, je vais en parler juste après. C'est ce qu'on appelle l'EAT ou l'expérience, expertise, autorité et fiabilité, ou trust en anglais. Donc ça, c'est toujours un des piliers majeurs aujourd'hui dans l'algorithme de Google. C'est Google va mettre de l'avant les sites dans lesquels il a le plus confiance. Donc ça passe par le fait d'avoir du bon contenu, mais aussi tout ce qui peut aider à montrer à Google que vous avez vraiment une expertise sur un sujet, que vous savez de quoi vous parlez. Donc ça va passer par de la transparence, avoir des bons avis, mettez à jour vos pages, vos profils sur Maps. Il faut que vos contenus aient des sources, que Google ait confiance dans ce contenu-là. Tout ce qui va être une preuve tangible de votre expertise, ça va être intéressant. Il y a aussi éventuellement le fait de rajouter des liens externes des liens entrants vers votre site web. Et enfin, à l'ère de l'IA, le fait d'avoir du bon contenu, ça reste le critère numéro 1 aujourd'hui en SEO avec l'EAT. Donc ça, c'est faites du contenu pour vos cibles, pas que pour les moteurs de recherche. Essayez d'avoir des contenus qui sont contextualisés, qui sont pertinents, qui sont riches, avec des vidéos, des images. Et puis, n'hésitez pas aussi, ça c'est un peu de la nouveauté, il y a assez peu de personnes aujourd'hui, je pense, qui l'utilisent très bien, mais n'hésitez pas à collaborer avec vos équipes de médias sociaux pour être sûr que vos contenus sont présents partout, qu'il y a de la cohérence, que vous citez entre vous, et aussi les relations publiques qui peuvent vraiment aider dans le fait de rajouter des signaux de confiance à Google. Merci beaucoup, Clara. Donc, on a publié ce visuel aujourd'hui, je le trouvais assez sympathique. 4 façons d'intégrer l'IA à votre marketing de contenu SEO. Donc, il peut vous aider en tant qu'assistant de rédaction. Donc, pas pour rédiger un article à 100%, sans relecture, etc. C'est vraiment pas une bonne idée. Oui, il serait capable de le faire, mais de toute façon, Google va pas pénaliser un contenu parce qu'il a été produit en partie par de l'IA. Il va pénaliser un contenu qui semble générique, qui semble pas rattaché à une expertise, pas rattaché à une personne humaine qui a une expérience concrète dans le sujet, en fait. Donc, très important de l'utiliser comme un assistant de rédaction, mais pas comme le rédacteur ou la rédactrice. Ensuite, en SEO, donc vous pouvez l'utiliser pour aider à créer des balises méta, à optimiser votre maillage interne, votre maillage externe via des plugins ou alors via directement des outils comme ChatGPT. Vous pouvez l'utiliser pour vous donner des idées, pour faire du brainstorming, pour essayer de trouver des sources, pour trouver des citations, toujours en double-checkant la source, parce qu'aujourd'hui, il est capable en général, en tout cas ChatGPT, d'aller jusqu'à la source. Puis aussi pour générer des images de façon à illustrer vos articles. Encore une fois, si vous êtes en train de parler de quelque chose qui est réel et que vous avez une photo réelle qui a été prise, qui est de bonne qualité, c'est à privilégier par rapport à une photo qui a été créée par de l'IA. Mais en revanche, ça peut vous permettre parfois d'aller plus loin dans l'illustration de vos articles. Donc, utilisez l'IA dans ce cas-là avec parcimonie pour venir améliorer le travail que vous faites. Pour beaucoup de gens, l'IA, c'est « Ah, ça me permet de faire plus rapide, fait plus d'articles. » Oui, ça peut. Mais aujourd'hui, notre philosophie derrière ça, c'est l'IA, ça doit vous permettre d'augmenter la qualité, en fait. Ça doit vous permettre de faire un plan d'article plus rapidement. Ça doit vous permettre d'aller plus loin dans les sources que vous utilisez, de traiter de façon plus complète votre sujet. C'est ça, en fait, qui va vous permettre de vous distinguer en 2024 sur le web. Et l'IA, c'est votre assistant là-dedans. Mais c'est pas
le stagiaire auquel vous offloadez toute la rédaction de votre contenu et vous doublez votre production grâce à ça, en fait. C'est pas la bonne façon de le voir. Après, on va parler un peu de publicité. Et là, on a décidé de faire intervenir un nouvel expert qui est Clément, qui est parmi nous. Vous l'avez peut-être pas entendu rentrer, mais il est là. Et oui, je suis venu en secret et me voilà qui jaillit hors de ma boîte, tel un lutin. Donc, je suis Clément, je suis un des associés de La Fusée avec Alex et je suis aussi directeur de la publicité numérique, des médias numériques chez Digitad. Donc, je connais bien évidemment tout ce qui est relatif à la pub et puis j'ai les mains dedans toute la journée. Ça me permet de voir que c'est un monde qui évolue énormément et puis avec une accélération qui est assez exponentielle sur les dernières années. Donc, je suis là pour aborder deux petits sujets dans ce grand monde de la stratégie médias sociaux. Le premier, c'est la pub sur Google et on va dire l'aspect moteur de recherche qui globalement était représenté par Google, on l'a vu tout à l'heure, pour 95% de part de marché et la façon dont ça évolue. Et ensuite, on va parler rapidement de l'aspect médias sociaux. Au niveau de Google, il y a trois grandes tendances qu'on constate ces derniers temps et qui sont pas mal en lien avec toutes les choses qui ont été évoquées jusqu'à maintenant. La première, c'est ce qu'on va appeler les stratégies entre guillemets keywordless, sous-entendu de plus en plus l'aspect automatisé de la plateforme de Google Ads fait en sorte que les anciennes méthodes où on achetait tout simplement des mots-clés à Google deviennent obsolètes. Dans le sens où par le passé, la vache à lait de Google et puis la façon la plus efficace de faire la publicité sur Internet, c'était de dire à Google « je veux acheter tel ou tel mot-clé parce que c'est ce que recherchent mes clients ». Aujourd'hui, ça existe encore, mais ça ne peut plus fonctionner tout seul. Pourquoi ? Parce qu'il y a des outils d'IA intégrés à la plateforme de Google qui vont prendre le relais, à la fois pour le choix des mots-clés, mais aussi pour le choix des personnes auprès de qui ça va être diffusé, ainsi que les emplacements sur lesquels ça va être diffusé. Donc, on sort de juste l'écosystème du moteur de recherche et c'est beaucoup plus large que ça puisqu'on va couvrir un inventaire beaucoup plus large. Donc, comment on rate pas le train par rapport à ça ? Très important pour rester à jour, de tester les fonctionnalités automatiques de Google. Il y a les campagnes Performance Max, il y a les recommandations IA qui sont de plus en plus puissantes, il y a les annonces dynamiques, etc., etc. Ça ne veut pas dire de le faire de façon aveugle, ça veut dire qu'il faut le tester de façon rigoureuse et de voir ce qui fonctionne ou pas. La deuxième chose, c'est, et puis c'est drôle parce que Clara en a parlé un petit peu juste avant, l'aspect de plus en plus social media de Google. Avec l'arrivée de la Search Generative Experience, on ne sait pas exactement encore comment la pub va s'intégrer là-dedans, mais ce qui est sûr, c'est que ça va être de plus en plus visuel. Depuis maintenant quelques mois, quelques années, Google nous demande de plus en plus d'intégrer une dimension visuelle dans nos campagnes, que ce soit même dans les résultats de recherche où on va avoir parfois des logos, parfois des images de produits, etc. Et avec toutes les campagnes sur le display, sur YouTube, sur les Performance Max, où la dimension visuelle est très, très importante. Donc, pensez images, y compris quand vous faites de la pub sur Google. Et quand vous êtes dans un processus créatif d'une stratégie marketing globale, pensez à adapter ces formats-là, y compris pour Google, donc avec des formats carrés, portraits et paysages, parce que ça a de plus en plus de valeur et c'est comme ça que vous ferez des différences par rapport à vos compétiteurs. Et le troisième élément, c'est les campagnes Dimension qui sont un peu une des tentacules de cet aspect social media, qui sont un nouveau type de campagne qui est arrivé il y a quelques mois, qui permet de couvrir, on va dire, le milieu et le bas du funnel sur la dimension visuelle, justement. Donc, ça va permettre d'accéder à tout un tas d'emplacements qui appartiennent à Google, les YouTube Shorts, Gmail, les campagnes display, etc., etc. Le tout dans une dimension extrêmement visuelle. Et donc là aussi, ce côté créatif va avoir une importance capitale. Il faut aussi le coupler, et puis j'en conclus là-dessus pour la partie Google, avec un aspect robuste de votre tracking. Comme Antoine le disait tout à l'heure, aujourd'hui, on ne peut pas être efficace si l'algorithme est mal nourri et si le tracking n'est pas bien mis en place. Donc voilà en ce qui concerne l'évolution sur l'aspect search et puis Google au sens large. Le social aussi, ça bouge énormément. Il y a deux grandes tendances. La première, ça vaut pour tout et ça vaut aussi pour la pub, c'est l'aspect IA. D'une part, parce que depuis un petit moment déjà, les plateformes l'ont intégré via des algorithmes hyper puissants qui font en sorte que les performances des campagnes automatisées deviennent quasi systématiquement meilleures que celles qui sont gérées manuellement par vous et moi. Donc, par exemple, sur Facebook, on utilise de moins en moins les tactiques de ciblage très précises et on laisse de plus en plus la place à l'algorithme. L'illustration de ça, c'est le nouveau type de campagne qui existe depuis une grosse année maintenant, qui s'appelle Advantage Plus, où, grosso modo, on va juste dire à Facebook « Voici mon objectif, voici mes créatifs, à toi d'aller atteindre mon objectif ». Donc, toute la dimension de ciblage, de segmentation, etc., est en train de disparaître au profit d'une automatisation de tout ça. Comment on fait pour que ça fonctionne bien et avoir du succès ? Il faut un tracking qui soit parfaitement fiable pour que l'algorithme fonctionne
et il faut aussi de la patience. Malgré sa surpuissance, ça prend quand même parfois un petit peu de temps avant de parvenir à obtenir des résultats. Mais sur la majorité de nos clients aujourd'hui, on a des meilleurs résultats avec ces campagnes automatisées qu'avec nos anciennes campagnes faites à la main. La deuxième chose qui est en train d'arriver petit à petit, même si c'est pas encore parfait, c'est l'intégration dans les plateformes des IA que j'ai nommées créatives. En gros, aujourd'hui, sur tout ce qui est création de contenu visuel ou de texte, beaucoup de professionnels l'utilisent déjà dans leur processus publicitaire, mais ils le font avec des outils externes, avec Midjourney, avec ChatGPT, avec des outils tiers. Ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, ça devient intégré dans les plateformes. Exemple, depuis une semaine ou deux, dans LinkedIn, on peut créer avec DALL-E, qui est intégré directement dans la plateforme publicitaire de LinkedIn, des visuels. Donc, c'est pas encore parfait, c'est souvent très moche pour l'instant, c'est un début, mais il n'en reste pas moins qu'on sait qu'on s'en va vers ça, tant pour la création des textes d'annonces, des visuels, des vidéos, des animations, etc., etc. Donc, je pense que au courant de cette année 2024, on n'aura même plus besoin de sortir des plateformes pour pouvoir utiliser de l'IA dans le processus de création. Le dernier, et c'est une tendance qui est lourde depuis un petit moment, mais qu'il faut que beaucoup de monde continue de négliger malgré tout, c'est TikTok, sur l'aspect publicitaire notamment. L'immense majorité des budgets publics continuent d'être sur Meta, sur Facebook, sur Instagram. TikTok, aujourd'hui, c'est un Canadien sur 4. Ça poursuit sa croissance. Il y a encore beaucoup de place à prendre parce que vos compétiteurs n'y sont probablement pas encore. Pourtant, la majorité des Québécois et des Canadiens, toutes tranches d'âge confondues, y sont, même s'il y a quand même un plus gros vivier de population plus jeune. Donc, lancez-vous, testez-le, créez du contenu authentique qui soit adapté au code de la plateforme et vous connaîtrez probablement du succès, y compris en pub, parce que la plateforme a évolué très très vite et en termes de fonctionnalité, ça ressemble maintenant très très fort à Meta et d'intelligence. Donc, on a un pixel, on peut mesurer ses conversions. Et on peut être capable de générer pas juste de la visibilité, mais aussi de la performance avec TikTok. Donc, ne l'oubliez pas en 2024. Voilà, c'est tout pour moi. Je retourne dans ma boîte et je vous souhaite une bonne suite de webinaire. Merci Clem, et tu salueras le petit Victor qu'on entendait un petit peu derrière. Merci beaucoup Clem, c'est top. Rapidement, donc en social, rappelez-vous que les gens passent 2h30 par jour sur les réseaux sociaux en 2024. Donc, c'est beaucoup. Pour ceux qui ont déjà regardé la section statistique de leur téléphone intelligent, parfois ça peut faire assez peur, notamment le nombre de fois que vous l'ouvrez. Mais c'est aussi des opportunités de toucher notre cible. Important de prendre en compte l'importance de la substance par-dessus juste la quantité. Nous, on a réduit la quantité de posts qu'on fait pour essayer d'en faire moins, mais d'en faire de meilleure qualité pour le collectif intégral. De bien adapter votre format aux différentes plateformes. N'oubliez pas que le reach organique, il est quasiment néant à moins de faire un post viral, ce qui arrive très peu souvent, même si c'est le rêve de tous les directeurs et les directrices marketing. Et donc, si vous passez 5 heures à faire un super visuel ou une vidéo, mais que vous le boostez pas avec de l'investissement publicitaire, ça sert pas à grand chose. Et puis, n'oubliez pas qu'en fait, c'est une conversation. Et donc, il faut répondre aux commentaires, essayer d'en générer des nouveaux, notamment sur vos publicités d'ailleurs. Si vous avez des publicités qui tournent sur Facebook, regardez la section commentaires. Parce qu'il y a des gens qui peuvent parfois critiquer votre produit. Mais c'est l'opportunité de rebondir là-dessus et de retourner la chose en votre faveur. Ou alors, il y a des gens qui, au contraire, font les louanges de votre produit, à l'opportunité de créer un lien émotionnel avec eux. Donc, n'hésitez pas à essayer de créer de l'engagement dans les sections commentaires, pas uniquement de vos posts sur les réseaux sociaux, mais aussi de vos publicités. Quelques tendances à considérer. Donc, on s'amuse beaucoup avec l'IA et la créativité. C'est possible, là, c'est un post qu'on a fait dans l'agence Frank, mais on a dit, si McDonald's devait s'associer avec les grandes marques de luxe, à quoi ressemblerait leur collection? Et donc ça, c'était très, très chouette. On en a fait plusieurs comme ça. Ce qu'on appelle le build in public, c'est-à-dire on va raconter l'histoire du développement de cette compagnie. Et c'est quasiment pertinent pour n'importe quelle entreprise. Au fait, c'est qui les dirigeants? Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi leur journée? Et comment est-ce qu'on fait pour raconter l'histoire de comment cette compagnie est en train d'évoluer, comment ce produit a été construit? Et plutôt que de juste essayer de montrer une image extrêmement corporative, aller un petit peu derrière pour montrer qui sont les personnes qui portent le projet. Donc nous, on essaie de faire ça. Puis après, il y a une troisième tendance qui est l'atomisation du contenu. Ça, c'est quoi l'atomisation du contenu? C'est de dire, si vous avez un webinaire, mais en fait, ce webinaire, c'est peut-être un article. C'est peut-être aussi un podcast. Et de là, vous pouvez extraire des vidéos. Et en fait, vous pouvez les traduire. Et à chaque fois, il y a des outils IA de plus en plus puissants pour faire ça, qui prennent une vidéo et qui en extraient les meilleurs moments pour en faire 10 petites vidéos, qui transforment un texte en audio, qui transforment un audio en texte. Donc, n'oubliez pas aujourd'hui que quand vous passez 10 heures à créer une super pièce de contenu,
peut-être qu'en fait, vous pouvez passer 10 heures additionnelles à en créer 10 de plus, en fait. Et donc, c'est hyper important de raisonner en atomisation de contenu. Donner un exemple, en fait, avec ça va être vraiment le fait de ta capacité à donner ton avis, donner ton opinion, qui vont t'aider justement à t'élever. Voilà. On a créé cette nouvelle série de contenu qui s'appelle Leader avec Eva et d'autres participants d'ailleurs. Et vous voyez que la vidéo en français, on a utilisé un outil qui s'appelle Agen. Alors, c'est pas parfait parce qu'on n'a pas passé 3 heures dessus, mais vous allez voir que la vidéo française a été adaptée dans une autre langue. Your capability to offer your perspective, express your viewpoint, will genuinely assist you in ascending and making progress in your endeavors and achieving. Voilà. Donc, Eva, elle a un bon accent en anglais, mais elle n'a pas un aussi bon accent en anglais. Et donc là, vous voyez que en même pas 15 minutes de travail, alors c'est pour ça qu'il y a un petit problème d'editing, que la musique n'arrive pas au bon moment, etc. On a réussi à traduire cette vidéo. Donc imaginez les vidéos que vous avez peut-être déjà aujourd'hui et peut-être que vous ciblez différentes géographies, comme j'en sais rien, moi le Mexique, et donc vous avez besoin d'une vidéo en espagnol. Plutôt que de devoir aller trouver quelqu'un pour la retourner, vous allez peut-être être capable avec l'IA d'atomiser ce contenu et de le traduire dans 5, 10, 15 langues différentes en fonction de ce qui est pertinent. Ça te donne envie, Clara, de faire une vidéo je sais pas. Clairement, j'attends l'invitation pour Leader et c'est fou cet outil. Hein. Ouais, incroyable. C'est incroyable. Ça fait un peu peur en fait, mais c'est aussi cool. Your capability to Donc là, offer your on va peut-être se calmer. Donc là, il nous reste à parler de conversion et on n'a plus beaucoup de temps, donc on va aller vite. Je suis désolé par rapport à ça. Là, ce qu'on souhaite vous dire, c'est que plus d'une personne sur deux qui rentre dans un magasin physique convertit, c'est-à-dire passe à l'achat. En même temps, ils se sont déplacés, donc ils ont fait un effort. Sur Internet, en moyenne, c'est entre 1 et 3%. Je dis bien en moyenne. Il y a des sites Internet où c'est bien plus que ça. Donc, l'optimisation du taux de conversion, Conversion Rate Optimization, c'est l'art de réduire cet écart, en fait, entre ce 55% et ce 1 à 3%. Parfois, c'est la bonne première étape de votre stratégie web. Vous avez déjà des visiteurs, ils ne convertissent pas, c'est dommage. Donc, pour ça, il faut regarder tout le long du parcours client, avant même qu'ils se rendent sur votre site Internet. Est-ce qu'on les a bien sensibilisés? Est-ce que le site Internet est facile en termes d'accès? Est-ce que quand on arrive dessus, il met 3 heures à charger ou est-ce que l'ergonomie est bonne et c'est rapide? Est-ce qu'on a bien rassuré le client? Est-ce qu'on propose de le fidéliser en lui donnant l'opportunité de s'inscrire à notre infolette, par exemple? Bref, prenez le parcours utilisateur. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est montrer votre site Internet, par exemple, à quelqu'un de votre entourage et observez-les en train de le découvrir. Ou alors, si vous en êtes capable, essayez de vous mettre dans la peau de quelqu'un qui découvrirait ça pour la première fois. C'est un des exercices les plus durs à faire en marketing, que 95% des gens ne font pas, mais que tout le monde devrait faire. Parce qu'on a tous des idées en tête et on pense tous que ce qu'on raconte, c'est clair. En réalité, quand on montre à quelqu'un d'autre, on se rend compte que c'était clair pour nous, mais pas nécessairement pour les gens. Et puis, super important de ne pas négliger le mobile là-dedans. C'est plus de 2 tiers des recherches. Donc, clairement, mobile first, comme on dit. Donc, regardez pas que le site, regardez aussi comment il apparaît sur vos mobiles. 100%. Donc là, on vous donne juste un petit exemple avec Airbnb qu'on a trouvé chouette. Là, c'est plutôt un exemple assez réussi en fait. Sur Airbnb Montréal, on tape Airbnb dans Montréal dans Google. On se rend compte que le titre est quand même plutôt large, il prend beaucoup de place, donc ça donne la place sur laquelle cliquer. Puis après, quand on arrive sur la page, on voit directement Montréal écrit en gros. On voit un formulaire avec pas 18 000 champs. On voit la page, elle était rapide. On voit qu'il y a une traduction automatique qui a été mise en place. Donc c'est quand même assez bien fait. Et à l'époque où on avait pris ce screenshot, donc ça a un petit peu changé depuis, il y avait Booking.com qui était un concurrent d'Airbnb. Et là, on se rendait compte que c'était beaucoup moins personnalisé. Booking Montréal, là, le titre, il était moins bien optimisé. Il y avait un espace non exploité au milieu. Il y avait un pop-up qui apparaissait. Donc ça, c'était désagréable. Les pop-up, parfois de temps en temps, mais pas directement quand j'arrive sur la page. Ensuite, il y avait une photo qui était un peu de mauvaise qualité, qui était masquée. Il y avait un formulaire qui était tout en longueur et qui n'était pas facile à comprendre ni à identifier. Le site mettait du temps à charger. Donc voilà, dans votre expérience aujourd'hui, de votre site internet, il y a des problèmes. Il y en a dans chaque expérience de site internet. Il y en a dans notre site internet. En ce moment, j'aime pas notre menu mobile, par exemple. J'aimerais bien qu'on l'optimise. Mais la vérité, c'est que étape par étape, corriger ces choses-là,
bah, ça va vous permettre d'avoir un taux de conversion qui va passer de 1.1 à 1.2 à 1.3, etc., etc., etc. À la fin de l'année, bah, ça fait une différence. Rapidement, il y a des outils aujourd'hui qui vous permettent de créer des chatbots. Alors attention avec les chatbots parce que c'est possible de donner accès à de l'information sensible. Moi, ce que j'aime bien aujourd'hui, c'est quand je crée un chatbot, c'est uniquement de l'information qui est publique. Je ne veux pas donner de l'information sensible parce que je ne fais pas encore assez confiance à ces outils-là. Néanmoins, c'est possible aujourd'hui d'entraîner des chatbots, notamment là avec Chatbase, et on s'amusait à le faire pour l'assistante du club billard dont je vous parlais tout à l'heure, en lui donnant tout un tas de sources, que ce soit des sources textuelles qu'on lui a données, des pages de notre Notion, que ce soit des sites internet et des liens, etc. Et donc, en quelque sorte, vous pouvez entraîner un assistant ou une assistante qui devient un petit peu la face de votre entreprise, et peut-être que ça va prendre 1 an, mais que dans 1 an, vous aurez quelque chose d'extrêmement solide qui pourra, par exemple, répondre à vos clients ou qui pourra, par exemple, répondre à vos questions internes, etc., etc. Donc, je voulais juste vous dire que ça existait et que ça peut valoir la peine d'aller tester ça. Donc voilà, en résumé, tout ce dont on a parlé aujourd'hui. On a essayé de balayer un maximum de sujets assez rapidement. C'est pas facile. Il reste que, on n'avait qu'1 heure de prévu. Avant de passer au quiz, déjà, je voudrais te remercier, Clara, parce que ça a été une grande valeur ajoutée de pouvoir t'avoir dans ce webinaire. Je remercie également Clément, je remercie également Antoine pour vos lumières. Évidemment, nous, on fait ces webinaires gratuitement, donc si jamais vous souhaitez nous encourager à continuer à le faire, n'hésitez pas à nous mettre un avis sur notre page Google Mon Entreprise, Google Business Profile. Donc, il y a un lien qui s'affiche à votre écran pour pouvoir laisser des avis. Si en plus, il y a des avis 5 étoiles, c'est encore mieux. Et puis, on va passer, sans plus attendre, à la partie que vous attendez tous, c'est-à-dire le fameux Kahoot. Et donc là, je vais arrêter mon partage d'écran et je vais partager une autre fenêtre qui est la fenêtre du Kahoot. Mais j'ai juste besoin que vous me laissiez quelques minutes. Est-ce que j'ai le droit de jouer aussi, Alex? J'ai le droit de jouer aussi, évidemment. Je te mets même au défi d'essayer de gagner. Je vais laisser ma place pour cette fois-ci. Je suis trop compétitive après. Ok, donc Kahoot, ce que vous devez faire, c'est vous connecter sur kahoot.it et après vous utilisez votre téléphone mobile. Donc idéalement, connectez-vous avec votre téléphone mobile pour répondre aux questions. On entend beaucoup la musique, Alex. Je ne sais pas si tu as J'adore cette musique en fait. Attends, je vais augmenter le volume. On t'entend beaucoup mieux désormais. Parfois, le soir, quand je suis tranquille chez moi, je prends un petit verre de vin et je mets cette musique du Kahoot pour me détendre. Toi, tu fais jamais ça? Non, j'avoue que j'ai pas testé. Ça aurait plutôt tendance à me taper sur le système, j'avoue, après 50 Kahoot, mais je juge pas. On a 72 participants. On va encore laisser... allez, on va laisser 1 minute. On va essayer de monter à 100 participants. On ne sait jamais. Peut-être que j'étais un petit peu ambitieux sur le 100 participants. Donc, le Kahoot, c'est un jeu où il faut quand même essayer de répondre rapidement. Il faut répondre juste, mais il faut répondre rapidement. Il y a 5 questions, donc vous n'avez pas trop le droit à l'erreur. Et donc, comme je vous le disais, la vitesse compte. Et je vous propose qu'on démarre dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. La première question de ce Kahoot. C'est un quiz. En moyenne, 55% des visiteurs de magasins physiques finissent par effectuer un achat. Pour les visiteurs en ligne, c'est combien en moyenne? Entre 1 et 3%, entre 5 et 10, moins de 40, plus de 20%. Il y a une seule réponse, une seule bonne réponse. Bon, on a de la chance que celle-là arrive à la fin du webinaire. Il y a encore un peu de mémoire. La bonne réponse était entre 1 et 3%. Bravo à la grande majorité d'entre vous qui avez trouvé. Et bravo à Chloé qui est en tête de ce Kahoot.
très gros niveau. Vrai ou faux? Avec l'intégration de l'IA dans les moteurs de recherche, il ne sera plus nécessaire de faire du SEO d'ici quelques mois. Le SEO, c'est fini avec l'IA. Vrai ou faux? Elle n'est pas hyper dure, celle-là. Non, celle-là était un peu... celle est gratuite. J'espère, en tout cas. C'était faux. L'IA, ce n'est pas fini. Le SEO, ce n'est pas fini, puisque, au contraire, Clara a parlé notamment de l'importance de démontrer aux moteurs de recherche que derrière notre contenu, il y avait des vrais humains et des vraies expériences qui étaient vécues. Donc, il faut continuer à optimiser tout ça pour les moteurs de recherche. Chloé est toujours dans le top 3, mais il y a Ellie qui a fait une grande performance de vitesse sur cette question. On avance avec un quiz. L'intelligence artificielle peut être votre assistant en rédaction. Mais que vous conseille-t-on d'éviter? Qu'est-ce que vous conseille de ne pas faire? Créer un plan d'article avec l'IA, de rechercher par exemple des statistiques, de rédiger l'article au complet sans relecture, ou alors par exemple vous pouvez l'utiliser pour vous donner de l'inspiration, du brainstorming, des phrases d'accroche. Là, il y a une seule mauvaise réponse. Je vous aide un peu. En gros, il y a une seule chose à cocher. Bravo, c'était rédiger l'article au complet sans relecture. Chloé qui repasse en tête. Vrai duel avec Ellie. En fait, un vrai duel avec Jacob. Tout le monde se tient dans un mouchoir de poche là. Question 4 sur 5. Que veut dire CRO? Conversion Rate Oppression. Conversion Rate Optimization. Click-through Rate Optimization. Cool Wrappers Organization. Il y a eu un petit sujet sur la configuration de la question. On appréciera l'humour. On va pas accabler la personne qui a créé le caout. Aïe, Chloé qui est dépassée par Jacob et Ellie. Dernière question, réponse multiple ici. Quels éléments peuvent vous aider à améliorer l'expérience du consommateur et donc votre CRO? Un chatbot, par exemple? Avoir des visages humains pour humaniser votre site internet? Un formulaire qui va être simple et clair? Ou alors de nombreux pop-up? Donc là, il y a plusieurs choses à cocher. Il fallait tout cocher, sauf évidemment de nombreux pop-up. Les pop-up, ça peut être bien, mais il faut les utiliser avec modération. Donc voilà, merci. On va tout de suite pouvoir découvrir le podium avec en troisième position Jacob, en deuxième position Marjorie, bravo Marjorie, et en première position, est-ce que c'est Ellie? Sandrine, waouh, qui fait une arrivée fracassante dans le top. Bravo Sandrine, bravo à tous les participants et merci beaucoup d'avoir participé à notre caout. Donc Sandrine, on va te contacter pour t'offrir la formation de ton choix. Pour les autres, on se retrouve pour le webinaire Google Ads dans le 14 février, donc pour ceux qui sont disponibles ce jour-là. Voilà, il n'y a pas de jugement. Et puis merci beaucoup, on se revoit bientôt. Merci à tous, merci Alex pour l'invitation.